Bonjour, langue morte, le latin et le grec ne font plus recette dans les lycées, hélas. Tout un pan de littérature risque de nous échapper et en même temps, les éditeurs publient actuellement énormément de nouveautés grecques et latines, de nouvelles traductions ou de nouvelles façons de regarder ce théâtre. N'est-ce pas nos a priori qui seraient poussiéreux ? Il m'a semblé, à lire le théâtre de Sénèque, dans la nouvelle traduction de Florence Dupont cet été, il m'a semblé trouver un théâtre moderne, un théâtre actuel, un théâtre cruel et un théâtre tout à fait étonnant. C'est peut-être le moment, donc, de réviser nos classiques. C'est peut-être le moment de réviser nos classiques, je viens de vous le dire, et pour des pièces et des livres, en partenariat avec la librairie théâtrale de Paris, j'ai invité 3 spécialistes, et le mot fait peur, là encore. Charles Guittard, normalien, agrégé de lettres classiques, vous avez été assistant de latin à l'Université de Paris 4, vous êtes assistant de latin à l'Université de Paris 4, vous êtes membre de l'École française de Rome, assistant de latin à l'Université de Tours, maître assistant puis maître de conférence à l'Université de Tours, professeur de conférence à l'Université Paris 10, professeur à l'Université de Clermont-Ferrand, professeur à l'Université Lille 3, professeur à l'Université Paris 10. Vous êtes l'auteur d'une centaine d'articles savants sur le monde latin, romain, sur la religion étrusque et j'en passe. Et ici, nous retiendrons pour l'émission que vous êtes le traducteur du Médée de Sénèque, de l'Amphitryon de Plaute, du Phèdre de Sénèque, de l'Antigone de Sophocle. Pierre Le Tessier, vous êtes agrégé de lettres classiques, vous enseignez le théâtre et le latin à l'Université Paris 7, auteur d'une thèse sur les comédies de Plaute et metteur en scène. Vos recherches portent sur la dimension spectaculaire et la réception du théâtre romain. Vous avez coécrit avec Florence Dupont le théâtre romain chez Armand Collin. Et puis alors, Michel Corvin, vous êtes professeur honoraire à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, critique, essayiste, vous écrivez sur le théâtre depuis près de 40 ans. Vous êtes l'auteur, entre autres, du dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde chez Bordas. Alors, sur ce plateau, il manque une dame. C'est une grande dame de la littérature et de la littérature antique et de la traduction. C'est Florence Dupont qui est retenue, malheureusement. Nous parlerons certainement beaucoup de son travail aussi. Et puis, comme les absents ont toujours tort, nous pourrons vraiment tout dire. Messieurs, s'il vous plaît, pour vous empêcher d'être sérieux, vous me permettrez de titrer cette nouvelle émission des pièces et des livres à la folie du théâtre antique ou le paradis latin générique. Pierre Le Tessier, nous parlions de Florence Dupont, elle n'est pas là, mais vous avez coécrit ce livre avec elle, Le théâtre romain, qui paraît chez Armand Collin. Votre ouvrage décrit le jeu des comédiens et leur place dans la société. Il y a une évolution croissante du théâtre à Rome. Vous dites qu'au début de la République, il y a 2 jours de théâtre par an, et puis à la fin de l'Empire, il y a 55 jours de théâtre par an. Pourquoi cet engouement ? Cet engouement... Déjà parce que le théâtre était un rituel religieux et qu'on a développé cette façon d'honorer les dieux. C'est-à-dire quand on amenait de nouveaux dieux à Rome, on créait des nouveaux jeux. Et puis, vraisemblablement parce que le spectateur romain était complètement fan de théâtre. Saint-Augustin, dans l'Empire, disait que quand il y avait justement Rome qui était attaquée, qu'il y avait des émigrés, enfin des gens qui se sauvaient sans rien sauver, avec plus de valises, rien du tout, quand ils arrivaient à Carthage, ils disaient à quoi est-ce qu'on reconnaît les Romains ? En fait, c'est que ces gens-là qui n'ont plus rien, quand ils débarquent, ils demandent quand est-ce qu'il y a des jeux ? Quand est-ce qu'il y a du théâtre ? Donc en fait, évidemment, c'est polémique, mais ça veut dire qu'il y avait un engouement complètement délirant. Ouais. Alors quel est le public ? Vous mentionnez dans votre livre les places réservées à l'orchestra à gauche pour les sénateurs, ce qui a été une première, parce que tout le monde était confondu. Comment ça se passe ?
Oui, alors ça c'est un des aspects bizarres, c'est que dans cette société qui est extrêmement hiérarchisée, société esclavagiste, en fait, dans l'enceinte du théâtre, tout le monde peut être réuni. Les esclaves, les hommes, les femmes, tout le monde est mélangé. On a le témoignage dans un prologue de Plaute. En fait, il y avait donc des hommes libres, des esclaves, des femmes, des enfants, des nourrices, puisque justement, il y a un prologue où on demande aux nourrices d'éteindre leurs bébés. On dit, les nourrices, si vous avez des bébés, c'est pas le portable de l'époque, c'est le bébé. On dit, éteignez vos bébés ou sortez avec un bébé s'il risque de pleurer. Mais ça, c'est très bizarre. C'est vraiment une des caractéristiques étonnantes. Mais c'est lié sans doute à la religion, où tout le monde pouvait être là. Et après, vous le mentionnez, effectivement, on a petit à petit organisé l'espace de façon hiérarchique, mais ce qui a donné lieu à des grandes scènes de mécontentement, effectivement, du public. Il a fallu imposer. Alors, à vous lire, le théâtre romain chez Armand Collin, ce sont des spectateurs très bruyants. Oui, alors ça c'est le. On est en Italie. Oui, on est en Italie. Oui, c'est la tradition. Alors après, on a beaucoup rajouté là-dessus, parce qu'on a beaucoup glosé sur le spectateur bruyant, indiscipliné. Mais c'est vrai que la licence, il se manifeste beaucoup. La licence du public, c'est quelque chose de terrible. Et alors sous la République, la comédie, la tragédie, il y avait déjà des spectateurs très bruyants, très indisciplinés, et ça va aller, j'allais dire, de façon en se dégradant. C'est-à-dire qu'au moment de la pantomime, alors là, il y a des scènes complètement incroyable, puisqu'il y a des fan clubs qui se développent pour les acteurs de pantomime, et que quand on a un acteur, quand on est partisan d'un fan club, on vient soutenir cet acteur, donc on vient applaudir, faire du bruit, mais on vient aussi assister au spectacle d'un autre acteur dont on ne fait pas partie de son fan club, et là on va huer, etc. Et il y a l'autre fan club qui est là, et on va se taper dessus. Et donc il y a des scènes comme ça où on se tape dessus, c'est des cris, on casse les bancs en bois quand on n'a plus rien pour leur lancer, on rentre avec des pierres comme ça sous la toge dans le théâtre. Quand on a lancé les pierres, on casse les bancs, on se tape dessus. Et être soldat à l'époque, le service d'ordre est organisé par les soldats, c'était un poste à risque. C'est-à-dire que sous la République, il y avait des morts régulièrement au théâtre. Enfin régulièrement, on a quelques morts comme ça, et c'était surtout le service d'ordre. Donc c'était vraiment le poste où il ne fallait pas être quand on était un soldat. C'est PSGOM, quoi. C'est vraiment ça. L'idée du spectateur et de sa culture. C'est des hooligans, oui, complètement. Ouais. Mais la pantomime va être très répandue, et suffisamment répandue pour que l'Église l'interdise. On parle, c'est Tertullien au IIe siècle, qui parle d'impudique pantomime, les postures indécentes des farceurs, dit Saint Cyprien au IIIe siècle. Et alors, danse ou obscénité, c'est un pays où il fait très chaud, mais c'était souvent obscène. La pantomime. La pantomime, c'est le langage du corps. C'est-à-dire vous avez un chœur qui chante, et puis vous avez un acteur-danseur qui danse, avec une petite tunique de soie. Donc forcément, mais en même temps, la critique de Tertullien, le théâtre, dans la mesure où justement il y avait une dimension rituelle, c'était lié vraiment à une façon d'honorer les dieux. C'est évident que Tertullien et tous les pères de l'Église ont attaqué le théâtre. Ils n'ont pas beaucoup aimé. Pour cette raison. Alors, le personnage est identifié par son costume. Il y a la pagliata et la togata. Oui, ça c'est dans la comédie, oui. La comédie, on a regardé effectivement. Comment on peut l'expliquer pour que ça ne soit pas savant et que les téléspectateurs... Qu'est-ce qui différencie la pagliata de la togata ? En fait, alors c'est difficile parce que la togata, on a conservé pratiquement que des bribes, donc on a rien. La principale différence, c'est effectivement le costume. C'est-à-dire la pagliata, les acteurs portent le pallium, c'est-à-dire c'est un manteau grec. Donc c'est un spectacle qui était un peu exotique comme ça. Et la togata, ils portent la toge. D'après ce qu'on sait, en fait, les histoires se recoupent un peu. C'est-à-dire dans la togata, on a des histoires qui recoupent celles de la pagliata. Et ça a sans doute, vu ce qu'on a conservé, peut-être ça avait moins de succès quand même que la... Oui, j'ai lu chez vous, chez le troisième, que dans l'Amphitryon de Plaute, les dieux arrivent en togata, donc en toge. Et ce qui peut faire... Mercure est en sosie. Mercure est en sosie, il y a juste un petit détail qui signale qu'il est un dieu, et Zeus est en Amphitryon, avec un petit détail dans le costume qui peut le distinguer, c'est tout. Et donc ce mélange complet va faire dire à l'un des protagonistes... Ils sont quand même en tenue grecque. Ils sont en tenue grecque. Alors pour rebondir sur ce que dit Pierre, peut-être la togata, il y a des milieux plus romains.
des métiers romains, des petits métiers. L'atmosphère, la scène est plus sur le milieu des coponae, des tavernes, un milieu plus romain qui était facilement identifiable, en plus du costume. Hein. Oui, parce qu'avec le costume, il y a des noms. C'est-à-dire que les personnages de la Paliata sont en costume grec, ils ont des noms grecs. Voilà. Dans la Togata, ils ont des noms romains, voilà. Ça se passe dans des lieux romains, etc. Oui. La loi interdit qu'on mette en scène une personne existante. Il est donc impossible qu'il soit philosophie, politique ou morale. Donc, quels sont les sujets? De quoi parle-t-on au théâtre latin? Ça dépend dans quelle façon. Ça dépend dans quel théâtre. Dans la comédie. Dans la comédie. Dans la comédie, on a 3 figures. Oui. Hein, ça, vous le rappelez plusieurs fois dans votre livre. On a les vieillards, les jeunes gens et les servantes. Oui, enfin, on a des rôles. On a des rôles typés, un peu comme dans la comédie dell'arte. Hein. Ouais. On a des rôles typés qu'on retrouve toujours. C'est-à-dire, c'est le vieux, le jeune homme, l'épouse, l'esclave, voilà. Et puis, on a toujours les mêmes histoires. Hein. C'est-à-dire que l'histoire type, c'est un jeune homme qui est fou de désir pour une fille, en général une prostituée, et qui n'a pas d'argent. Et il a un père qui lui, a l'argent, et le père est contre la vie de débauche de son fils. Donc, il ne veut pas lui donner de l'argent pour organiser des banquets et se payer les prostituées de ses rêves. Et donc, le jeune homme va faire appel à l'esclave pour essayer d'imaginer des ruses pour trouver l'argent. Ça, c'est en fait l'histoire, c'est le canevas type que l'on retrouve d'un bout à l'autre. Et que va reprendre Molière. Absolument. Non pas sur la prostituée, mais sur le jeune couple. Mais comme vous dites, il y a ce schéma, mais ce schéma est toujours... Pour chaque pièce, il y a une variation de ce schéma. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi je compare ça, alors c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est un peu, mais je compare ça au film de James Bond. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une histoire, on sait que c'est toujours en gros la même histoire, et en même temps, il ne faut jamais que ce soit la même histoire. Parce que si c'est la même histoire, on meurt. Enfin, je veux dire. Donc, à la fois, on a toujours la même chose, mais il y a toujours plein de petites variations. C'est-à-dire que le jeune homme est toujours opposé à son père, mais dans telle comédie, le père va être lui-même amoureux de la fille dont le jeune homme est amoureux. Donc, en fait, finalement, il devient son rival. À la fois, il est le père qui dit non, je ne te donne pas l'argent. En même temps, il est son rival. Alors que d'habitude, le rival, c'est plutôt le soldat. Donc, en fait, on a toujours la même chose et jamais la même chose. Un peu comme dans un James Bond. C'est-à-dire qu'on y va, on va voir un super-héros en costume, alors non pas en Paliata, mais en costume britannique, 3 pièces, qui va avoir une mission, etc., qui va rencontrer 2 filles au cours du film, dont une plutôt méchante, qu'il aura des relations charnelles sans doute avec les 2. Enfin bref, tout ça, on sait tout. Et on va voir, quand on est spectateur, si on aime ce genre de spectacle, on va retrouver ça. Et en même temps, si c'est toujours la même chose, on meurt. Donc là aussi, il y a des jeux de variation. Et c'est la variation qui fait que le code est maintenu. Pierre Barillet écrit dans ses mémoires que Plaute est le premier auteur de boulevard. Vous souscrivez à ça? Oui, mais enfin, le sexe en moins, de façon aussi directe que dans le boulevard, quand même. Hein. Alors, ça, on a parlé de la comédie. Parlons maintenant de la tragédie. Dans la tragédie, elle s'articule sur 3 étapes. La furore, la dolore et le néfaste. Le ou la néfaste? Le néfaste. Le furore et le dolore aussi. Bon, alors expliquez-nous un peu. Le furore et le dolore, oui. Les mots sont à la fois faciles à comprendre parce qu'ils ont dérivé directement français et il faut de plus se méfier parce que le furore, c'est la perte de soi, hein, l'absence de raison. C'est l'aliénation. Dans un milieu stoïcien qui réfléchit beaucoup sur la place de la raison, sur la maîtrise de soi dans la philosophie antique. Le furore, c'est cela. Le dolore, c'est pas vraiment la douleur, et c'est ce que j'ai toujours, en tant que latiniste et philologue, à mes étudiants, c'est en fait c'est la douleur au sens de réaction à un coup. C'est que lorsque vous recevez un coup moral ou physique, vous avez, ce qui s'imprime en vous, c'est le ressentiment, c'est la réaction qui est à la suite de ce coup que vous éprouvez. Voilà. Et le néfaste, c'est le contraire du faste. Le faste, c'est ce qui est conforme à la justice divine et qui est lié au ius, le jus, qui est en rapport avec la justice des hommes. Le ius, c'est la justice des hommes. Le faste, c'est la justice divine. Alors, on va prendre un exemple, Charles Guittard, avec Sénèque et avec Médée. Alors, qui est Sénèque? Sénèque, c'est un homme qui est né en 2 avant Jésus-Christ. Ah, Sénèque. Il est né au début de l'ère chrétienne, un peu avant ou un peu après, à Cordoue. C'est un Espagnol, d'où cette exubérance baroque qu'on va retrouver dans son théâtre. On ne sait pas sa date de naissance, comme la date de naissance du Christ, vous savez, qui est aussi imprécise. On sait bien quand il est mort, en 65, dans la conjuration de Pison, puisque là, il a dû se donner la mort. On connaît bien les...
Et alors, c'est à la fois un philosophe, un directeur de conscience. Il est célèbre surtout par ses 124 lettres à Lucilius, par sa satire, l'Apocoloquintose. C'est un grand génie, c'est un homme... Et alors, le problème, pour aller au sujet qui nous intéresse ici, c'est que c'est le seul exemple de philosophe, de directeur de conscience, d'orateur. Il est formé par les écoles de rhétorique. Il a été le précepteur de Néron. Oui, voilà. C'est un rhéteur, hein, qui a un corpus de 9 ou 10 tragédies, puisque l'Octavie est à part, et que dans la tradition, ce corpus de 10 tragédies est parvenu à part de l'œuvre proprement dite. Et on a Sénèque le philosophe dans une tradition manuscrite et Sénèque le tragique. Mais est-ce bien le même? Alors, on admet, c'est une opinion, mais je ne sais pas ce que... il y a toujours un doute, et moi j'avoue que plus je suis dans Sénèque le tragique, et également dans Sénèque le philosophe, j'ai du mal à voir toujours le rapport. C'est un exemple unique. Hein, et le corpus sénéquien, ces 10 tragédies sont le seul corpus de tragédies que nous ayons, puisque le reste, c'est des fragments. Ennius, Pacuvius, Axus, les autres auteurs de l'époque archaïque, nous n'avons rien que des bribes, au maximum 10 vers, 20 vers. C'est le seul corpus de tragédie latine. Les pièces, c'est Agamemnon, Hercule Furieux, Hercule sur l'Oeta, Médée, Oedipe, Phèdre, les Phéniciennes, Thyeste et les Troyennes. Florence Dupont écrit « Il y a dans ce théâtre une violence directe, moderne, et un pessimisme sans pathos ». Alors, on retrouve le triple code de l'or, furor, néfaste. Oui. Et vous m'aviez dit un jour, Charles Guittard, avec Médée, on emporte le morceau. Ah, écoutez, depuis que j'ai eu le plaisir de faire cette traduction, je l'utilise en cours, on m'invite à en parler, encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Les étudiants, ils sont intéressés, alors que des fois, un auteur latin, un Tite-Live ou Cicéron, c'est un succès extraordinaire. Et des troupes amateurs, des professeurs de collège le mettent en scène, mettent aussi en scène, c'était extraordinaire. Médée, ça tient à sa personnalité, je pense, à l'actualité de cette personnalité, cette violence, c'est une infanticide. Et on parle beaucoup des infanticides. Alors, on raconte l'histoire. En ce moment, hein. C'est une infanticide et ça marche toujours. Charles Guittard, racontez l'histoire, s'il vous plaît. Bien, Médée a aidé Jason à conquérir la toison d'or. Quand elle a vu le beau Jason affronter ses épreuves, elle a fondu d'amour, hein, elle n'en pouvait plus, et donc elle l'a aidé à conquérir la toison d'or. Jason et Médée se sont enfuis. Au départ, comme elle était poursuivie par les Colchidiens et son frère Absyrtos était parmi les poursuivants, il a été découpé en pièces et jeté dans la mer, hein, et ce qui a arrêté les poursuivants puisqu'ils ont dû ramasser. Et puis, au terme de ce retour est un petit peu compliqué. Hein, ils ont 2 enfants. On la retrouve à Corinthe, où elle est avec Jason, dont elle a 2 enfants. Voilà. Depuis un certain temps, la chronologie, toujours dans ces grands mythes, est difficile. La chronologie et la géographie, parfois, hein, le voyage des Argonautes, ce n'est pas simple. Et Jason décide d'épouser Créuse, la fille du roi de Corinthe, Créon. Voilà. Ce qui provoque le furor de Médée, le dolore et le furor de Médée. La pièce commence par une prière de Médée, une invocation de Médée, alors qu'on entend en arrière-plan les noces qui sont en train de se préparer, qui se célèbrent, les chants et les musiques de noces. Ça, c'est une originalité de Sénèque. Et il y a son furor qui éclate, et alors qu'on entend en arrière-plan, elle évoque ces noces que l'on prépare, ce qui n'est pas chez les autres auteurs. Et là, elle décide de devenir un monstre. Alors là, c'est la jalousie. C'est une forme de jalousie. Elle essaie de reconquérir Jason, et pour se venger de Jason, sa vengeance, c'est l'infanticide. Elle tue les 2 garçons, les 2 enfants. Mais ça, on le voit dans la pièce, elle ne le décide pas tout de suite. C'est quand Jason lui dit qu'il tient à ses 2 enfants comme à la prunelle de ses yeux, elle dit « ça y est, je sais où il faudra frapper voilà. ». Et elle décide à ce moment-là de le... Mais alors, c'est une femme épouvantable. Et Sénèque écrit dans Phèdre « Médée ferait des femmes une espèce abominable ». C'est une sorcière aussi, il faut le dire. Voilà. Elle a des grands pouvoirs. C'est la petite fille du soleil. Elle a des pouvoirs extraordinaires. Et là, ces pouvoirs ne marchent pas, en quelque sorte. Hein. Il y a des grandes scènes de magie.
elle exerce ses pouvoirs, mais dans le sens du mal. Hein, pour provoquer la mort de la mariée dont la robe va s'enflammer, pour provoquer l'incendie du palais de Corinthe. Il y a un incendie épouvantable, puisque même l'eau n'éteint pas l'incendie, au contraire, il le ravive. Le thème de l'eau et du feu se retrouve, oui. Et elle a tous les pouvoirs, mais elle ne réussit pas à reconquérir Jason, à faire revenir le roi et Jason sur cette décision, sur ces noces qui sont surtout politique, je ne sais pas, surtout politique, encore que Créuse est très jolie, Créuse est très jolie, certainement. On ne la voit pas. On la voit pas. C'est pour ça qu'elle est très jolie. Oui, on la voit. Mais il faut préciser, pas pour défendre Médée, mais que quand même, Médée, elle se retrouve dans une situation horrible. Parce qu'elle ne peut pas... Enfin, une femme, elle a besoin d'un mari ou d'une lignée familiale. Et son mari la laisse, elle se retrouve donc une étrangère à Corinthe, et elle n'a plus de liens familiaux, parce que retourner chez elle, après ce qu'elle a fait à son frère, c'est impossible. Donc en fait, elle devient, j'allais dire une sans-papier, enfin, elle a une situation absolument horrible. Alors, dans la tradition grecque, il y a Égée qui lui propose d'aller à Athènes, mais ça, c'est et de l'épouser même. Et avec un enfant à la clé. Et avec oui, tout à fait. Alors, il s'agit donc d'une vengeance conjugale. Comment vas-tu quitter ton époux, comme tu l'as suivi? Fini désormais les hésitations et les atermoiements. Gagné par le crime, c'est par le crime que tu dois abandonner une maison. Tout est annoncé. Et alors, le suspense est là. Moi, je trouve que la lecture de Médée est complètement haletante. On a des vers sublimes, je vous en lis quelques-uns. Médée ne sait dompter ni ses colères ni ses amours. Et aujourd'hui, son amour et sa colère ont un même objet. Et puis, alors, très curieux, c'est la toute fin. Les deux derniers vers qui restent mystérieux. C'est hallucinant. Là où Médée passe, les dieux n'existent plus. Moi, je ne suis pas d'accord avec la traduction de Florence Dupont, je veux dire. Alors, Florence Dupont dit, Jason dit, va, parcours le ciel et les espaces légers de l'éther, va témoigner partout où tu iras que les dieux n'existent pas. C'est tout à fait différent, ça. Et vous, Charles Guittard, vous traduisez ainsi, parcours les hautes régions éthérées du ciel, porte témoignage que là où tu passes, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire, dans un sens, les dieux n'existent pas, ça c'est Florence Dupont, et vous dites, là où tu passes, les dieux n'existent pas. Je pense que votre traduction est plus juste. Je crois. Moi, je suis plus latiniste. J'ai essayé de plus coller au texte et d'essayer de comprendre cette pensée de Sénèque qui était comme le sable et la chaux qui fuyait entre les doigts, parce qu'il n'est pas facile à saisir, Sénèque, encore qu'il est plus facile parfois à traduire dans la contrainte du vers que dans ses dialogues philosophiques. Oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est des versions d'agrégation. Ah oui. Une fois qu'on a compris, on est passé à côté du texte. Comment un philosophe si mesuré, ce stoïcien, encore une fois, si mesuré, peut-il écrire des trucs terribles comme ça? Alors, le problème pour un philosophe stoïcien, c'est que un des héros de l'Antiquité, l'un des plus grands, puisqu'Héraclès, ça va de la préhistoire jusqu'à la fin, c'est Hercule. Or, Hercule, il y a un furor d'Hercule. Hercule perd la raison à plusieurs reprises. Et il tue aussi. Et il tue aussi, oui. Alors, l'un des problèmes, c'est que dans la tragédie, cette perte de raison, ce furor, est peut-être provoqué par les dieux, souvent. Et que dans le cas de Médée, là, c'est elle qui décide, elle est maîtresse d'elle-même, c'est elle qui décide de tuer. Absolument. Elle n'y est pas poussée par une force supérieure. C'est ça qui est intéressant. Et elle y est poussée par la ruse, en fait. Voilà. C'est qu'elle comprend que c'est ce qu'il y aura de plus terrible pour Jason. Ouais. Alors moi, pour Jason, une question que je n'ai jamais réussi à résoudre, et que peut-être ici, que je pose toujours aux étudiants, pensez-vous que Jason aimait vraiment Médée? Médée aimait Jason. On a les passages d'Ovide, toute la tradition, là, le beau Jason, c'est vraiment, la moelle fond quand elle voit Jason. Et moi, je me suis toujours posé la question, parce que dans les textes, ça ne me paraît pas évident. Le mariage, on ne sait pas, pour un Romain, ils ne sont pas vraiment mariés. Ça reste vague, le mariage de Médée. On considère qu'ils forment un couple, on dirait de nos jours, mais... Le lit partagé que je n'ai jamais trahi. Non, mais c'est pas clair, le mariage, on ne sait pas où et quand ça peut être. Pour un Romain, c'est pas un mariage. De toute façon, c'est des barbares. Oui, voilà, c'est une barbare. Et alors, la question que je pose, est-ce que cet amour était réciproque? Est-ce que Jason aimait vraiment Médée? On ne peut pas aimer une sorcière. Non, je ne crois pas. En fait, je ne crois pas. Non.
Je crois pas. Je crois Non, tu ne serais pas parti. Bah oui. Et puis, à moins elle l'a aidé. C'était l'instrument de sa conquête de la Toison d'Or. Oui, hein. oui, oui. Parce qu'il en a trahi des femmes. Oui, c'est pas son coup d'essai. Jason. Mais juste, si je peux me permettre, en fait, pour la question comment un philosophe peut écrire ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire en disant plus je travaille, plus je me dis que c'est peut-être deux mondes à part, parce que Sénèque, quand il écrit les tragédies. C'est pas un traité philosophique. Et puis, il n'écrit pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est ce que Florence Dupont, qui a pris en charge la partie tragédie du livre qu'on a écrit en commun, essaye de montrer que, justement, il y a une codification déjà de la tragédie républicaine. Alors, d'après les fragments, d'après ce qu'on peut en savoir, et que, finalement, ce que Sénèque écrit avec brio, on les a conservés, c'est qu'il y a bien un sens, une raison, ça reprend sans doute des éléments de ce code. Donc, il y a aussi faire... J'écris comme un poète dramatique et donc je me plie au code, aux exigences. Alors, j'oublie mon. Alors, mon codification, côté code, dans l'excellent dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde de Michel Corvin, pratiquement tous les articles sur le théâtre latin sont signés Florence Dupont. Oui. Bon. Et systématiquement, il y a toujours cette notion de codification ou de code. Et dans tous ces livres, d'ailleurs. Et j'avoue qu'il faudra que nous en parlions ensemble, parce que ça me gêne. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des codes, comme un code secret, et qu'on ne transmet pas cette littérature-là si on ne connaît pas le code. Or, je tiens à dire pour les téléspectateurs, il faut lire Plaute, il faut lire Sénèque, même sans code, même sans idée préconçue, lisez-le comme un Simon, parce que ça se lit comme un Simon. Mais le code, il est pour l'auteur, il n'est pas pour le spectateur. Absolument, oui. Ce n'est donc pas de la mise en scène codifiée. Non, c'est-à-dire que tout ce qui vient des Grecs est repris, alors vraiment in extenso, par les Latins. À preuve même les usages grecs qu'on retrouve dans la comédie latine alors qu'ils n'ont rien à y faire. Donc là, on a la grande ombre d'Euripide qui plane au-dessus de Sénèque. Hein. Et le code, il ne faut pas que ce soit un mot qui fasse peur, parce que quand on dit que c'est codifié, je parlais de James Bond. James Bond, c'est codifié. C'est-à-dire, on peut faire une exposition du code de James Bond. Structurale. Voilà, absolument. Mais c'est-à-dire que, en même temps, on va en voir un, parce qu'on a le sentiment de les avoir tous vus. Parce qu'on en voit un deuxième, on se dit, bah oui, c'était un peu comme dans le précédent. Mais c'est la même chose pour Plaute. C'est-à-dire que, pour moi, on va voir un spectacle, c'est très simple. Enfin, je veux dire, un jeune homme qui n'a pas d'argent, qui court après une fille, etc., on va retrouver toujours la même histoire. Donc, et le code, après, il y a des codes dans l'organisation de l'espace, etc. C'est codé. Hein. Mais en même temps, c'est très simple. Et c'est ça qui fait que ça a marché. Et pourquoi est-ce qu'on... Enfin, moi-même, je parle beaucoup du code, parce que, en fait, quand on a cette connaissance du code, on comprend mieux... Il y a plein d'effets comiques que l'on comprend mieux. Mais c'est très simple. C'est pas quelque chose d'érudit qui demande des heures de cours, de travail, d'érudition. C'est pour ça que vous avez raison. On peut lire tous ces livres-là tout de suite, sans avoir cette connaissance du code. Et en même temps, ça n'implique pas qu'il n'y ait pas de code. Il y a un code, et c'est ça qui fait fonctionner et qui donne de la force comique. Enfin, pour la comédie. Hein. Parlons peut-être de règles. Donc, depuis Aristote, tous les gens littéraires obéissent à certaines règles. Et puisqu'on vous évoquiez Plaute, la variation des thèmes, Plaute et Terence aussi pratiquaient la contamination, c'est-à-dire que pour varier, pour arriver à sortir un petit peu, il croisait deux pièces, ce qui permettait de changer ces schémas traditionnels. On retrouvait les schémas, mais il y avait des variations du fait de la contamination entre une première pièce et une deuxième pièce. Alors Plaute est très drôle. C'est très difficile. C'est la source. Non mais là, vous me cassez ma baraque, Michel Corvin. J'essaye de dire qu'il faut faire de Plaute un succès de librairie, mais si vous dites c'est difficile... Non, en latin. En latin. Ah bon. Moi, je parle en tant que latiniste. Ah bon, mais en français. Ah ben en français, une fois que c'est traduit par Florence Dupont, alors c'est du beurre. C'est du beurre. Et c'est vraiment drôle. Ah oui. Et comment réagissait je reviens sur la question du début de l'émission. Le public était-il différent selon qu'on allait voir une tragédie ou une comédie? Ou est-ce que c'était le même, à votre avis? Je pense que c'est le même. Il réagissait bruyamment aux comédies, ça on l'imagine, mais réagissait-il bruyamment aux tragédies aussi? Oui, il y avait les grands vers, on le sait par le témoignage du Cicéron, les grands vers qui suscitaient l'émotion avec de grands acteurs. Donc on pleurait à chaudes larmes. Oreste et Pylade, on entendait les grands moments comme à l'opéra, et il y avait des beaux vers, et là tout le monde...
on entendait la réaction du public aux tragédies aussi. Hein. Le fameux pathétique. Pathétique. Ah oui, voilà. Les applaudissements. Et les applaudissements qui coupaient. la représentation. Ce à quoi on assiste quand on assiste à un opéra de Verdi dans les arènes de Vérone, les gens applaudissent en plein milieu de l'air où ils jettent leur coussin sur le ténor s'il a raté sa note. Hein. Oui, mais il arrivait. Oui. Ça arrivait, hein, les acteurs à qui on huait parce qu'ils ne se rendaient pas comme il faut. Oui. Il y avait un public de connaisseurs. Donc c'est un théâtre extrêmement vivant, écrit par des gens vivants, pour des gens vivants, et encore une fois, ce sont des textes, on a beau parler de langue morte, moi je peux dire que ce sont des textes qui sont d'une vivacité, d'une actualité, et peut-être même d'une modernité. Michel Corbin. Oh, modernité, bien sûr, hein, c'est un mot qu'on peut transformer à son gré dans tous les sens. Non, mais il est évident que s'il n'y avait pas eu, quand même, il faut le reconnaître, s'il n'y avait pas eu l'intervention de Florence Dupont pour faire connaître Sénèque en français d'aujourd'hui, il ne serait toujours pas connu, hein, il faut bien être honnête. C'est-à-dire qu'elle a eu, et c'est son génie, elle a eu, disons, l'instinct de donner à Sénèque la correspondance exacte en langue parlée d'aujourd'hui. Jusqu'à un certain point, je trouve même que c'est un peu abusif parfois. Mais... Moi, j'aime bien le fait qu'elle mette dans la géographie, par exemple. Elle parle de la Turquie, de l'Arménie. Voilà. C'est un détail très important. Mais c'est un détail très important. Parce que là, Mais dans le vocabulaire aussi, un vocabulaire des sentiments, c'est des mots d'aujourd'hui. Donc c'est ça, quand même, qui fait que Sénèque est quand même notre contemporain. Il n'a pas toujours été, il faut le reconnaître. Non. Oui. Et on l'a cru très poussiéreux. Or, c'est un théâtre moderne, on l'a dit. Alors, on a parlé de Médée, mais on peut parler de Phèdre aussi. Oui, Racine, oui. Sénèque était Euripide, surtout Euripide. Hein. C'est-à-dire que les classiques, Racine et peut-être même Corneille, préféraient aller directement à Euripide, connaissaient mieux Euripide peut-être que Sénèque, que le théâtre de Sénèque. Corneille, vous croyez qu'il n'a pas été vraiment, pour sa Médée, s'inspirer de Sénèque? Sénèque, si. Corneille connaissait Sénèque, je crois, oui. Racine, pour la fête, il doit aller à Euripide. Racine, lui, c'est un Euripidien. Mais Racine, il a piqué dans Enfin, au plus simple. Il a toujours été au plus simple. Il y a un rapport une confrontation permanente entre l'ici-bas et l'au-delà. Finalement, quand les dieux viennent mettre du désordre, quand les dieux viennent s'occuper des hommes, ils mettent toujours du désordre, écrit Plaute dans Amphitryon. Et on a l'impression que le théâtre est une espèce de revanche par rapport à l'acte religieux. Moi, je le sens un peu comme ça. De revanche par rapport à l'acte religieux, c'était un acte... Ça faisait partie de ce qu'on appelait les jeux, hein, qui était une grande cérémonie religieuse. Et quand, dans Amphitryon, vous en parlerez mieux que moi, mais quand les dieux débarquent, à la fois on peut considérer qu'ils mettent le désordre, le bazar, en même temps, d'une certaine façon, ils vont faire en sorte que la ça vient d'une tradition grecque d'Italie du Sud, non plus, où les Fliaques, la Rintonaka, il y avait toute une tradition de tragédie populaire grecque, pas de tragédie, de théâtre populaire, où les dieux étaient tournés en ridicule, étaient ridiculisés, et on le sait par des représentations sur des vases apuliens. Et alors, Hercule en prenait vraiment pour son grade. Il buvait, il était coureur, on le voit en train de faire pipi, on le voit dans toutes les positions les plus absurdes. Et cette façon de tourner, c'était une façon de tourner les dieux en ridicule, hein. Mais toute l'Antiquité est respectueuse du religieux. Il n'y a pas de conflit entre religieux, il ne peut pas y avoir conflit entre religieux et drame, je ne crois pas. La critique est limitée, quand même, hein, parce que tout s'inscrit dans un contexte religieux, et même ce côté, la Rintonica, les Fliaques, ce qu'on appelait l'hilaro-tragédie, et l'Amphitryon est une tragicomédie, c'est une tradition qui vient du grec, qui vient de Syracuse, de Grande Grèce, de Tarente. Les dieux sont tournés en ridicule, mais en même temps, c'est une façon folklorique de carnaval, en quelque sorte, quand les ordres sont inversés. Voilà. Mais je crois que ce serait méconnaître à la fois l'esprit grec, même, chez Aristophane aussi, il y a des critiques. Hein, les latins, on a le droit de critiquer, mais en même temps, la religion fait partie du cadre de la cité. Hein. Mais ce n'est pas le sentiment religieux. C'est pas, c'est un rapport presque officiel, donnant-donnant. Voilà. Ce qui change tout par rapport à ce qu'on appelle la religion. Oui. C'est-à-dire... Il n'y a pas de sentiment religieux. Voilà.
Non, c'est plus une espèce de religio. Une institution. Une institution qui relie les gens, finalement. Absolument. Il y a Le pas seul fait de faire les jeux, ça participe à ces grands jeux, ces grandes cérémonies religieuses. qui rassemble. Et après, qu'on se moque de Amphitryon, Dieu, ça, je ne- Comment on se marie à l'église aujourd'hui, oui, sans aller pour Jupiter autant établit croire l'ordre. en Dieu. Oui, oui, À la complètement. fin, et C'est tout le monde parti est de ce content. qui se fait. Oui. Pardon. Non, mais ça fait partie de ce qui se fait. Vous vouliez dire. À la fin Charles d'Amphitryon, c'est la concordia entre les hommes et les dieux qui est célébrée par Jupiter qui réconcilie tout le monde. Et Amphitryon, il est content de partager, d'avoir partagé sa couche avec Jupiter, d'avoir un fils jumeau. Tout rentre dans l'ordre. Et il termine, je trouve ça charmant, à la fois très vert, très jeune. Il termine, les derniers mots, c'est « Et maintenant, spectateurs, au l'honneur du grand Jupiter, applaudissez bien fort. » C'est charmant. Non, Oui, non, si, c'est charmant, mais c'est aussi un acte rituel. C'est-à-dire codé aussi, ça. c'est codé, Ah oui. il faut applaudir pour montrer justement sa satisfaction, et on est content, et donc le rituel a fonctionné, et donc justement les dieux Les sont dieux, contents, ça, pour oui. simplifier, pour dire les choses simplement. Hein. Donc c'est aussi une parole rituelle, c'est-à-dire voilà, on est toujours... à la fois, c'est une parole qui pouvait... Parce que c'est un moment où on dit la dernière blague du spectacle, et en même temps, c'est une parole rituelle, codée, qui doit être là. Ouais. Parmi les comédies de Plaute, quelle est celle que vous préférez? Celle qu'on connaît le mieux, enfin pour disons, un amateur comme moi, ce serait plutôt l'Olularia, quoi. Forcément, l'avare, quoi. Le futur avare. Mais le Miles Gloriosus aussi, ça a de l'allure. Hein. C'est-à-dire la comédie de la marmite. Ouais. Non, c'est l'Olularia, la Oui, marmite. oui, Oui. oui. La marmite qui est exactement l'avare. Enfin, Oui. Grande partie. Moi, j'ai une petite faiblesse pour l'Amphitryon, parce que je trouve Amphitryon. qu'il y a une richesse de langue extraordinaire, Oui. et c'est une tragicomédie. C'est la première fois qu'on voit le mot tragicomédie apparaître dans la tradition. Il le dit très bien hein, dans le prologue, hein, Mercure le dit, à tel point que les scribes n'ont pas su, ne connaissaient pas le mot, c'est tragico-comédia, le mot est trafiqué et mal compris. Moi, je trouve que c'est un plaisir extraordinaire. Alors, le problème, il est difficile de la mettre en scène parce qu'il y a une partie de l'acte 4 qui a disparu. Je reprends ce que vous disiez sur la tragicomédie. Il écrit dans le prologue « Cette même pièce, si vous le souhaitez, j'en ferai d'une tragédie une comédie sans qu'un seul vers en soit changé. » Donc on est complètement dans le... c'est extraordinaire. Et Là, on peut le jouer de façon oui. extrêmement drôle. Là, c'est ce qui fait le charme de cette comédie, l'intérêt, parce qu'on peut inverser les choses. Et c'est la seule où les dieux sont mêlés aux hommes. Là, il y a vraiment ce qui correspond à la religion romaine, à l'esprit de la cité romaine, où le sacrifice, c'est le banquet commun, le festin entre les dieux et les hommes. Là, on a les dieux et les hommes qui sont à la même table et dans le même lit, en quelque sorte. Oui, absolument. Et le personnage d'Acmen est tout à fait délicieux. Ben oui. Elle est tendre. On dirait une bourgeoise du XVIIIe siècle. Si vous voulez, moi je dirais plutôt une jeune épouse du XVIIe. Oui, peut-être. Et en même temps, Alcmène, du point de vue justement du code, en fait, elle renverse complètement le code de l'épouse. C'est-à-dire que normalement, l'épouse, elle est mauvaise. Oui. Parce qu'en fait, quand il y a une épouse dans le théâtre romain, dans la comédie, elle tape sur son mari et elle l'empêche. Voilà, elle est acariate. Et Alcmène, d'un seul coup, c'est l'épouse excellente, etc. Donc en fait, c'est un retournement du code, mais qui devait aussi provoquer du rire. C'est-à-dire qu'on voit ce personnage, parce qu'elle avait un masque, il faut s'imaginer les choses. Elle avait son masque d'épouse, donc on imagine tout de suite une épouse acariâtre. Elle arrive, et puis elle va dire des choses tendres à son mari. C'est tellement inattendu. C'est une jeune épousée. C'est une amante. Non, elle est. C'est une jeune épousée. C'est l'épouse d'un Sénex. Donc on dit à aucun moment elle est décrite. On ne sait pas. Amphitryon, ils n'ont pas d'enfant. Du Sénex. Non, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Mais le mariage, parce qu'après le mariage, il a dû subir une série de purifications. Amphitryon, il y a déjà une jeune épousée pratiquement, oui, si on veut, mais il y a quand même eu un délai temporel puisqu'il a dû subir il est parti en guerre contre les Téléboins, il a dû revenir. C'était pour des opérations de purification. Le mythe d'Amphitryon est extrêmement complexe. Oui, et Amphitryon n'est pas un jeune homme. C'est-à-dire que dans la comédie, on a un jeune homme qui peut épouser une jeune femme à la fin, ou même au début, comme chez Terence. Mais là, lui, c'est un Sénex. Donc c'est un vieux. Donc son épouse, elle est du côté du code de l'épouse. Il faut que ça soit le sosie de Jupiter. Donc oui, mais Jupiter prend l'image du vieux. Tout à fait. Il met un masque, il est habillé comme un vieux, avec juste un petit signe. Mais elle, moi je la voyais très jeune, Acmen, en tout cas, très jeune, du point de très vue du douce, code, très ça joue pas tendre, comme ça. très... Non, ça joue pas comme ça du point de vue du code. Non. Bon alors,
Il y a le code, il y a aussi l'imaginaire du lecteur que l'on peut aussi bien sûr, après, il faut surtout liser en Matrona, là. Moi, je la verrais plutôt en Matrona plutôt qu'en Puella ou en je ne sais. Elle a beaucoup de charme, elle a beaucoup de féminité, mais je la verrais plus en Matrona. Mais ça montre bien à quel point ça va loin. C'est-à-dire que moi, ma comédie préférée, ce serait le Sticus. Et le Sticus, c'est une comédie complètement... Parce que j'ai toujours beaucoup aimé cette comédie, sans jamais comprendre pourquoi. C'est une comédie très bizarre. Généralement, on dit même, on la compte pas. Parce qu'en fait, il n'y a aucune histoire. Et en fait, elle m'amuse parce que Plaute pousse à fond le jeu sur le code. Excusez-moi, je parle encore du code. Parlons de la règle. Oui, règle, enfin, ça pourrait se discuter. Mais en fait, la seule histoire, finalement, de cette comédie, c'est... Il n'y a aucune histoire. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens, deux maris qui sont partis il y a longtemps, et voilà, leurs femmes sont là, elles pleurent. Bon, c'est pas tellement comique en soi. Après, ils reviennent, les femmes sont contentes, elles rentrent, on les voit plus. Ils organisent un banquet pour fêter ça, et c'est terminé. Et donc, il se passe rien. Et la seule chose qui se passe, c'est qu'il y a un parasite qui est là. Et le parasite, c'est un type avec un gros ventre qui vit au crochet justement d'un jeune homme, qui s'invite au banquet. Et ça fait 2 ans qu'il a plus ses protecteurs, puisque c'était les 2 jeunes gens. Donc lui, il est complètement affamé, il meurt de faim. Et en fait, il passe son temps, c'est un côté Elsa Poppin, si vous voulez, il passe son temps à venir en disant je meurs de faim. Il commence par se suicider. Est-ce que quelqu'un veut me donner à manger? Est-ce que quelqu'un veut acheter un parasite avec tout son équipage, son costume et tout? Il n'y a personne, évidemment, le public ne va pas l'acheter. Et les jeunes gens reviennent, donc il se dit chic, je vais pouvoir jouer enfin mon rôle de parasite. Pas de chance, il apprend que les jeunes gens sont revenus avec non seulement en apportant des belles filles, mais aussi des parasites très drôles. Parce que le parasite est un peu de bouffon. Donc il est très angoissé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit je reviens tout de suite, et il part à prendre son texte. C'est-à-dire qu'il prend, mais c'est dit dans le texte, il va lire des livres de blagues. Et il revient en disant ça y est, je sais mon texte, je suis super drôle, etc. Et ses anciens maîtres sont là et ils disent on va se moquer de lui, et ils lui font croire qu'ils vont l'inviter au banquet qui vient pour finalement lui dire on t'invite pas. Et il reste tout seul, il a rien à jouer, et donc il dit puisque je ne sers plus à rien, je sors, je vais me tuer. Voilà, je vais avaler une corde et mourir. Et il sort comme ça fait rire tout le monde. C'est une cruauté extrême. Mais en fait, finalement, la seule action de cette comédie, c'est un rôle qui veut jouer son rôle. Enfin, un personnage qui veut jouer son rôle dans la pièce et qui n'y arrive pas. C'est tellement italien. Je trouve ça formidable. Alors, on va aller très très vite, en quelques secondes, sur un troisième auteur ou un 4e auteur, c'est Terence. Terence, j'ai l'impression que c'est un peu le Jamel Debbouze. Plus fin quand même, non, plus fin. En sérieux, En sérieux, oui. En sérieux. Oui. Il veut toujours casser les choses, il veut être en décalage, C'est pas le même comique, c'est plus fin, c'est plutôt un rivaux, alors que Plaute, c'est très fort au niveau des mots, il y a une création verbale. Terence, c'est fin, et il n'a eu aucun succès, Terence. Il n'a eu aucun succès. Mais Terence, il fait des dénouements en plein milieu. Enfin, aucun succès, quand même. Il est quand même l'auteur comique qui a été le plus payé. Parce que le Nuc, il a touché 6000 sesterces. C'était tellement extraordinaire qu'en haut du manuscrit, on l'a marqué. Vous savez, un peu comme aujourd'hui, on met prix de la SACD ou du meilleur auteur. En fait, non, mais c'est vrai, il y a marqué prix de 6000 sesterces. C'est l'auteur comique qui a été le plus payé. Donc, à mon avis, il faut. Enfin, moi, je suis plutôt prenant de revoir un peu les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lecture humaniste, et même une lecture dès l'Antiquité, puisque c'était un auteur scolaire très vite, de Terence, où en fait qu'il a fait apparaître, alors évidemment c'est pas la même chose que Plaute, mais on l'a fait clairement apparaître comme un auteur moral, même philosophique, etc. Mais c'est une construction, c'est-à-dire qu'il écrit quand même des Pagliata, il les écrit qu'avec 20 ans d'écart de Plaute. Et les histoires du théâtre, souvent on dit, bon, il y a Plaute et Terence s'opposent, on n'en a conservé que 2. Alors le jeu, c'est un peu facile de faire une opposition. C'est un peu tentant plutôt. Mais il me semble, moi, qu'avec tout ce que vous dites qui est juste, c'est-à-dire il n'y a pas les gros comiques troupiers de Plaute, voilà. Mais du point de vue de la variation et du jeu avec le code, on est complètement... alors la difficulté, c'est que pour le coup, c'est poussé. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure, on peut lire ces textes-là. Les textes de Terence demandent un peu plus de connaissance du code pour arriver à voir... Bon, alors on s'arrêtera. Bon, alors, pour le moment, on s'arrêtera à Plaute. Michel Corvin, 2600 articles, 300 collaborateurs et des nouveaux avec la nouvelle édition. Je pense à Fabienne Pasco. C'est pour la caution Télérama ou... Non, bon. Vous pensez à Fabienne pour rentrer dans le dictionnaire comme sujet d'étude? Non, pas comme sujet d'étude, comme auteur. Quel type de rédacteur vous avez choisi?
Généralement des universitaires, parce qu'ils sont plus fiables que les autres. Mais du fait qu'il y en a 300, vous vous doutez bien que j'ai essayé de trouver des spécialistes, des gens qui connaissaient bien leur affaire. Et alors vous dites, pour un auteur de dictionnaire, faire semblant de ne pas exister est une hypocrisie. Oui. Comment vous manifestez-vous dans ce dictionnaire qui est parfois assez subjectif, il faut le dire? Oui, il ne l'est pas assez, à mon avis. Hein. Oui. Il n'est pas assez parce qu'on a presque l'obligation de ne pas dire du mal de ceux dont on parle. Faites le dictionnaire amoureux du théâtre. Et moi, quand j'ai fait des articles, parfois j'étais assez méchant. Et donc, je me suis corrigé après en me disant attention. Oui. Non, c'était un exercice d'hypocrisie, effectivement. Exactement comme les articles de journaux, d'ailleurs. Mais c'est dommage parce qu'on a une information factuelle et puis on n'a pas finalement des jugements qui, étant esthétiques, seraient forcément orientés. On ne peut pas avoir un jugement esthétique pour dire simplement c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc là, c'est, je crois, la carence fondamentale de tout dictionnaire. C'est-à-dire qu'il faudrait deux parties. Il faudrait une partie comme dans l'Encyclopédia dello Spettacolo, où vous avez vraiment deux parties. Vous avez tout ce qui est information, et puis ensuite vous avez un point de vue. Il faudrait des points de vue. Voilà. Et ça, je regrette de ne pas pouvoir l'avoir fait. Alors, à l'heure d'Internet et de Wikipédia, on se dit à quoi ça sert d'avoir un dictionnaire aussi lourd dans sa bibliothèque. Mais en fait, c'est le bonheur du dictionnaire, c'est qu'on reste toujours dans l'univers du théâtre, on zappe de page à page, et c'est bien plus intéressant que le Wikipédia qui est truffé d'erreurs. Encore que je n'en ai repéré qu'une seule. Il y en a. Il y en a? Il y en a. Oui. Dans le théâtre latin, les atelanes, ça vous dit quelque chose? Oui, vous, les spécialistes. J'ai appris ça chez vous. Oui. Ces courtes farces, finalement, que l'on... Des types de bouffons, de vieillards, de scaramouches. De farces obscènes. Oui. Des petits gens du peuple. Avec toujours des rôles fixes. Macus le balourd, Docénus le philosophe parasite. On parlait des parasites. Papousse. Papousse le vieillard, oui, Boucau. Alors, malheureusement, il n'en reste que quelques centaines de vers à peine. Il y a deux auteurs qui sont Poponius, Novius et un troisième, donc qui est encore moins connu. Et il va y avoir bientôt une de mes étudiantes à travailler sur ces fragments. Il y a des éditions italiennes, mais les Italiens sont beaucoup intéressés évidemment aux Atellanes, puisqu'il y a la petite ville d'Atella qui est pas loin de Capoue, avec son nom moderne. Et c'est un théâtre populaire avec ces types qui a eu beaucoup de succès dans l'Antiquité. Michel Corvin, quand vous démarrez ce dictionnaire, vous avez quoi en tête? Vous avez envie de quoi? De rassembler tous vos écrits? Non, c'est pas du tout une initiative de ma part. Non, ça vient en fait du CNT et ça vient tout précisément de Michel Vinavert, qui était président de la section théâtre du CNT à l'époque, du CNL, la section théâtre du CNL, et qui estimait qu'il y avait une carence parce qu'il n'y avait pas de dictionnaire de théâtre récent. Il y en a eu, bien sûr. Il y en a eu il y a longtemps, qui d'ailleurs étaient des dictionnaires où il prenait parti. Il y en a un, Durel, en 1820, qui est extraordinaire, parce qu'il attaque directement les comédiens et les comédiennes de son époque. Alors là, ça devient une véritable entreprise de démolissage. Donc, moi, vous en auriez envie de ça? Pas jusque-là, mais... Non, sans aller jusque-là, mais... Vous êtes la polémique. La polémique, non, mais un jugement esthétique, on va être tout jugement esthétique qui est un jugement subjectif, sinon ça n'existe pas, forcément. Donc, pour revenir à mes moutons, comme je connais bien M. Vinavert, il m'a demandé si ça m'intéressait. Or, moi, je ne suis pas un homme de dictionnaire, je suis un essayiste, plutôt. J'ai écrit sur copie, j'ai fait un bouquin avec copie, etc. Vous voyez, c'est plutôt l'avant-garde qui m'intéresse. J'ai fait une thèse sur l'avant-garde. Donc, me voilà d'un seul coup classé dans les vieilles barbes de catalogue, quelqu'un m'a même traité un jour, pour me faire plaisir, de compilateur. Bon, d'accord. Donc, vous voyez, j'ai été amené à compiler avec la participation de quantité de gens, et c'est le meilleur de l'affaire. C'est-à-dire que ça m'a permis de connaître à peu près le monde entier, grâce à ces, disons, ces ressources qui sont ici et là à travers le monde. Oui, parce que vous parlez du théâtre à travers le monde, c'est-à-dire qu'on a le théâtre italien, le théâtre allemand, le théâtre... asiatique, bien sûr, et puis... Et donc ça donne une espèce de vue d'avion qui est tout à fait intéressante et passionnante et qui se lit, j'ai envie de dire comme un roman, encore une fois, parce que on passe d'une
On passe d'un article à l'autre, d'un sujet à l'autre. L'article sur la mise en scène, vous parlez beaucoup des décors, sur les structures des décors. Enfin, on comprend mieux et on est vraiment dans... C'est le manuel idéal et puis aussi idéal parce que vous parlez des subventions, des productions, de tout. Vous décrivez l'économie du théâtre. C'est bien pour ça que j'ai eu besoin de m'adresser à quantité de gens différents. La scénographie est très bien faite. C'est l'équipe de Guy-Claude François, vous voyez. Oui, mais alors on n'a pas ni Jacques Nerson, ni Philippe Tesson, ni Armel Elliot, ni Gilles Costaz, qui sont des... Non, et il y a un journaliste, dont nom m'échappe d'ailleurs, qui est bien connu, qui écrit très bien. Mais les journalistes, je me suis adressé à certains d'entre eux, qui parfois ont dit oui, et puis ensuite on dit non, parce que justement, il y avait des délais. Il y avait des délais, puis des exigences de rédaction, c'est-à-dire qu'il faut adopter un certain style, justement ce style un peu anonyme. Il faut respecter, si vous voulez, les obligations d'information. Il ne faut pas aller tout de suite, justement, à la subjectivité. Et ça ne plaît pas aux journalistes, et je le comprends très bien. Donc, vous voyez, du même coup, ce n'est pas un refus de ma part, c'est un certain nombre de contraintes qui m'ont amené à avoir affaire à moins de journalistes que je n'aurais désiré. Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde, Michel Corvin, chez Bordas, obligatoire dans sa bibliothèque. Il fallait absolument le présenter à des pièces et des livres, où maintenant nous avons Marie-Laure Falcos qui va nous présenter les nouveautés qu'elle a trouvées en librairie. Marie-Laure, c'est à vous. Bonjour, alors j'ai quelques nouveautés à vous présenter cette semaine. Tout d'abord, Suzy Stork de Magali Mougel. C'est l'histoire d'une femme au foyer qui mène sa vie tranquillement avec ses enfants, son linge à suspendre, les repas à faire. Et puis un soir d'été, sous le poids de la chaleur, le poids de gestes répétitifs, elle a quelque chose d'inattendu qui fait qu'elle va revisiter tout son passé, nous raconter tous ses renoncements. Et finalement, on va souffrir avec elle, c'est pour ça que la pièce m'a beaucoup plu. Et on pense à une issue fatale, mais bon, c'est peut-être pas la fin, je ne vous raconterai pas la fin. Et voilà, Magali Mougel nous emmène dans la vie d'une femme. Donc ça parle d'une femme au foyer. Il y a beaucoup de femmes au foyer qui peuvent s'ennuyer et se dire qu'elles ont trop renoncé à plein de choses et qu'elles n'ont pas vécu leur vraie vie. Voilà, c'est une belle pièce aux éditions Espace 34. C'est un monologue ? Non, c'est une pièce avec plusieurs personnages. Bon, donc à lire. Ensuite, Cendrillon de Joël Pomera. Pomera. Un classique. On l'aime. Alors, Cendrillon Sarah, en fait, dans la pièce. C'est une toute jeune fille qui va assister au dernier moment de sa mère. Et sa mère lui parle tellement bas que Cendrillon Sarah n'entend pas tout. Et la mère meurt. Et cette jeune fille va rester avec les derniers mots de sa mère qu'elle n'a pas compris. Et Joël Pomera va nous emmener en naviguant entre les cendres du passé et le réel. Il nous emmène avec poésie sur cette réflexion-là. Donc c'est un peu philosophique, en tout cas puissant. C'est Pomera, voilà, c'est très beau. Et c'est aux éditions Babel. Ensuite, Les Sosies de Jean de Rotrou, édition du Prince, qui reprend l'Amphitryon de Plaute. Les agrégés connaissent. Est-ce que je la raconte? Non. Voilà, Jean de Rotrou est un auteur méconnu du XVIIe siècle qui a pourtant écrit une vingtaine de pièces brillantes. Et il est passé à la trappe. Molière a eu bien plus de succès. Et voilà, donc la pièce vient de ressortir, préfacée par vous d'ailleurs, Christophe Maury, aux éditions du Prince. Vous vouliez dire, Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. J'ai comparé Molière, Rotrou et Plaute, et souvent Rotrou, à mon avis, malgré la force de Molière, il y a des vers supérieurs à Molière. Magnifique. Il y a des passages où on préfère... Il arrive dans un même vers à faire confondre tout, sosie et Mercure. C'est remarquable. Il y a des passages où Rotrou vraiment mérite cette reconnaissance. J'espère que cette pièce publiée va le faire revivre. Il faudrait que tous les professeurs de seconde première il y a des passages extraordinaires. Le fassent étudier ou lire à leurs étudiants. Ouais. Ensuite, une autre pièce, Portrait de l'artiste avec bouquet de fleurs, de Jésus Carasso. C'est une pièce qui raconte Victor, un écrivain parisien, qui est entouré de ses livres et qui ne vit qu'avec ses livres.
et il cherche la femme qui l'aiderait à sortir de lui-même et à s'ouvrir au monde et à lui-même. Donc il va avoir quatre femmes dans sa vie qui vont passer, arriver avec leurs doutes, leurs questions, leurs soucis. Et finalement, lui va finir par faire des choix et s'apaiser. Et c'est une jolie pièce sur lui, Jésus Carazo, qui raconte sa vie en fait. Jésus Carazo qui enseigne à Bordeaux, à l'université. Oui, qui est professeur agrégé de littérature espagnole, qui a écrit une douzaine de romans, dont certains ont reçu des prix. Et il s'est mis au théâtre il y a quelques années, avec succès, parce qu'il est joué en Espagne et à l'étranger. Donc, auteur à suivre. Une très bonne pièce. Et ensuite, j'ai 3 livres que je n'ai pas lus de fond en comble. Il y a Oedipe, tyran de Sophocle, traduit par Jean L'Auxerrois aux éditions À propos. Il y a Électre, d'Échille, Euripide et Sophocle. Oui, c'est un ensemble inattendu. Les 3 pièces. Voilà, les 3 pièces aux éditions Le Théâtre de Poche. Et puis Tout Aristophane de Serge Valetti, qui a réécrit les pièces d'Aristophane. Voilà, aux éditions Atalante. Donc là, c'est les Piaf pour les oiseaux. Voilà. Et ensuite, les tragédies de Sénèque. Voilà ce que j'ai trouvé. Merci infiniment. Je vois le compteur qui tourne. Merci infiniment, Marie-Laure Falcoz. Merci à vous 3. Pierre Le Tessier, qui enseigne à Paris 3. Voilà, je rectifie. Charles Guittard, Michel Corvin, vous nous avez régalé. Il faut lire le théâtre latin. Il faut retrouver le paradis latin. Le latin n'est pas une langue morte. Il suffit d'en lire son théâtre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à une prochaine fois.